Bonjour tout le monde, ou plutôt devrais-je dire hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un des shonen de mon adolescence qui est sûrement l'un de mes mangas shonen préférés. Aujourd'hui, on va parler de Mon prof le tueur ou en japonais Katekoshi Hitman Reborn. Une série écrite et dessinée par Akira Amano, commencée en juin 2004 au Japon avant de se terminer 8 ans plus tard, en novembre 2012. En France, le premier volume est paru en septembre 2006, avant de se terminer en août 2014. La série totalisant 42 volumes, à savoir qu'un animé de 203 épisodes, diffusé entre 2006 et 2010, existe, et adaptant les 30 premiers volumes de la série. Quand la série a débuté en France, j'avais 13 ans. Et quand elle s'est terminée, j'en avais 21. Oh purée, c'était il y a plus de 10 ans. Le coup de vieux. Bon allez, résumé. Tsuna est un lycéen loser et lamentable à tout point de vue. Un jour, sa mère lui paye un tuteur, qui se révèle être un bébé, qui est aussi un assassin de la mafia italienne, qui cherche à faire de Tsuna le prochain parrain d'une famille. Tsuna se trouve très réticent à être le prochain parrain d'une famille mafieuse, mais le petit Reborn est doté d'une arme secrète, un pistolet dont les balles permettent à ceux qu'elle frappe de leur faire accomplir leur dernière volonté en moins de 5 minutes. Alors, avant de commencer, je tiens à vous prévenir. Je vais parler du manga Reborn, tome par tome et arc par arc. Je vais revenir sur la série en long, en large et en travers. Je vais revenir sur les 42 volumes de la série. Donc, si vous avez peur d'être spoilé, ne vous inquiétez pas. Avant d'aborder un arc, je vous préviendrai qu'on va aborder un arc qui va couvrir de tel tome à tel tome. Donc, si vous avez peur d'être spoil sur un arc en particulier, eh bien, je vous préviendrai avant chaque début d'arc. Si vous voulez mon avis sur un arc en particulier, il y aura le chapitrage, vous savez comment faire. Après, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre de votre choix, soit vous enquillez les normalement 30 minutes de vidéo qui vont suivre, soit vous attendez, vous lisez le début du manga, vous regardez mon avis et vous poursuivez arc par arc, tome par tome, vous faites comme vous voulez. Donc, si après tout ce laïus, je vois des commentaires sur quelqu'un qui me dit que je les spoil, je lui ferai une offre qu'il ne pourra refuser, et il se retrouvera avec une tête de cheval dans son lit. Ceux qui ont la référence, vous êtes des goths. Allez, on commence avec l'arc de l'introduction du tome 1 au tome 7. C'est un arc qui est assez particulier, car il est très dissonant avec ce que va être la suite du manga à partir du tome 8. Les 7 premiers volumes du manga, c'est un gag manga qui, à l'instar d'un Ranma 1/2, pour ne citer que lui, va introduire un paquet de personnages au fil des chapitres pour apporter une nouvelle dynamique de personnages autour de Tsuna. Je sais que beaucoup de gens, notamment des gens parmi mes proches, trouvent le début du manga un peu long, un peu chiant, pas forcément drôle et n'arrivent pas à assumer de lire les 7 premiers volumes ou les 25 premiers épisodes pour arriver enfin à la partie sérieuse. Je sais que j'ai d'autres amis qui ont voulu commencer directement avec le premier arc sérieux, mais ils arrivaient après plus de 60 chapitres d'interaction de personnages. Et ils me disaient eux-mêmes être dépassés et de ne pas comprendre toutes les interactions qu'il y avait entre les différents personnages. Personnellement, je peux comprendre qu'on apprécie ou non la partie humoristique de Reborn, car l'humour c'est propre à chacun. Mais je trouve ça totalement débile de dire à quelqu'un de zapper les 7 premiers volumes pour directement commencer à la partie sérieuse. Mais je pense que c'est les mêmes personnes qui doivent commencer Dragon Ball à la partie Dragon Ball Z et zapper toute la jeunesse de Goku. Vous savez, toute la partie humoristique pour n'avoir que les combats pleins de violence, de testostérone. On vous voit les fans de persos qui ont du flow et des moments de hype. Ça doit être aussi les mêmes personnes qui disent qu'il faut commencer One Piece à Marineford. Donc là pour le coup, ça fait 45 tomes. C'est un peu extrême, c'est genre zapper l'intégralité de la série Reborn, qui en fait 42. Typiquement, zapper les 7 premiers volumes, c'est passer à côté de la relation qu'il va y avoir entre Tsuna et les personnages qui seront ses gardiens, qui vont graviter autour de lui.
par la suite. Gokudera qui se prend pour son bras droit et le problème qu'il a avec sa grande sœur. Il y a même des préparations pour des futurs arcs, comme les 7 bébés les plus puissants avec Skull ou Clonello. Ou encore le bazooka des 10 ans de Lambo. Après, je vais être honnête, la qualité des 7 premiers tomes est assez aléatoire. Il y a des chapitres qui me font toujours mourir de rire, des personnages qui font, pour moi, toujours autant mouche, mais il y a d'autres passages qui sont absolument catastrophiques. Et le dessin d'Akira Amano est à 1000 lieues de ce qu'elle va proposer dans les prochains volumes, ou encore ce qu'elle propose désormais aujourd'hui. L'arc de Kokuyo du tome 8 au tome 10. Donc c'est à partir du volume 8 que le manga passe d'un gag manga à un manga shonen neketsu plus classique, avec pour commencer un petit arc de 2 volumes. Je vais être sincère, je n'ai pas eu le courage d'aller fouiller des forums d'il y a 15-20 ans pour avoir une confirmation de ce que je vais vous dire, mais de ce que je me souviens, ce passage du gag vers l'action serait dû au piètre score du manga, et la mangaka, poussée par son éditeur, aurait décidé de changer son fusil d'épaule pour, je me répète, passer d'un manga comique à un manga de baston. Je dois dire que si c'est son éditeur qui a poussé à faire ça, il a eu le nez creux. Car, on peut dire ce qu'on veut sur Reborn, une de ses grandes qualités, c'est que chacun des personnages qui va participer à la bagarre a un style de combat assez unique en son genre, proposant de ce fait des affrontements uniques en leur genre. Par exemple, dans l'arc de Kokuyo, on a Ken, un des sbires de Mukuro, qui, en remplaçant ses dentiers, peut prendre des attributs d'animaux. Il y a un mec qui se bat avec des yo-yo, ou encore une fille qui utilise un instrument de musique pour faire vibrer les molécules des objets. Et enfin, il y a Mukuro Rokudo, le chef du trio, qui est armé d'un trident et qui utilise des illusions liées aux 6 réincarnations et aux enfers du bouddhisme. Vous savez, la fameuse technique ultime qu'utilise Shaka dans Senseiya. Là, je vous ai présenté un méchant et ses sbires du tout début. Et du côté des héros, on a Hibari qui se bat avec des tonfa, on a Gokudera qui se bat avec de la dynamite, et bon, on a un traditionnel mec qui se bat avec un katana. L'arc de Kokuyo commence aussi avec une grande violence, qui marque une énorme séparation avec les 7 premiers volumes, qui, encore une fois, étaient beaucoup plus gaguesques. T'ouvres ton tome 8 de Reborn, ça commence avec d'anciens taulards de la ville d'à côté qui tabassent des mecs du collège de Tsuna pour identifier qui est le fameux futur parrain de la famille Vongola, donc la famille de Tsuna, et au passage, à chaque fois qu'il casse la gueule à quelqu'un, il lui arrache des dents. Il y a des passages où le sang vole à foison. Je pense à un passage avec le docteur Chamal, qui est une scène de fou, alors que c'est un personnage qui est relativement secondaire dans l'œuvre. Puis il y a tout ce délire d'ex-prisonniers qui sont aussi le fruit d'expériences scientifiques, qui veulent plonger le monde du crime organisé dans une guerre mondiale, et qui vont commencer par tabasser des japonais de 14 ans. Car oui, Tsuna, il a 14 ans. Enfin, quand je pense à cet arc, je pense aussi à l'éveil de Tsuna dans sa forme hyper-intuition qui fait brûler son esprit Neketsu, au sens propre comme figuré. L'arc de la Varia du tome 10 au tome 16. L'arc suivant, celui de la Varia, on arrive à un niveau encore au-dessus. Il faut quelques explications sur le contexte. Dans la famille Vongola, la famille dont Tsuna, le héros, doit prendre les rênes, il y a des divisions. D'un côté, un groupe veut que ce soit Tsuna, pour des raisons que je vous laisserai découvrir en lisant le manga. De l'autre, certains veulent que ce soit Xanxus, le fils de l'actuel parrain, qui en plus de ça dirige la Varia, qui est le groupe d'assassins d'élite de la famille. Va alors commencer une compétition pour élire le futur 10e parrain, qui va être bêtement un tournoi entre les 2 prétendants au titre de parrain et leurs 6 lieutenants ou gardiens. Et ce tournoi fait pour moi partie des arcs tournois les plus inventifs que j'ai vus depuis Yu Yu Hakusho. Déjà à cause des styles de combat uniques que chaque concurrent maîtrise, mais aussi des lieux des combats qui résonnent avec les missions des 6 gardiens de Tsuna. D'abord, le duel du soleil qui doit protéger la famille de son corps brillant, c'était un bête combat de MMA entre un boxeur et un pratiquant de Muay Thai, sur un ring de boxe, baigné de projecteurs qui t'aveuglent et entouré de fils électriques pour pas t'enfuir.
Le duel pour le titre de gardien de la foudre, qui doit être le paratonnerre de la famille. Tu as Lévi, le gros daron de 40 ans, qui va affronter avec ses parapluies Lambeau, âgé de 5 ans, dans un décor où la foudre tombe et se répercute sur le sol. Ensuite, on a le combat du gardien de la tempête, qui doit être vraiment la force brute de la famille, qui oppose un lanceur de couteau à un lanceur de dynamite, qui doivent, en plus de leur combat, éviter des bourrasques de vent, car ils sont la tempête. Après ça, il y a le duel d'épéistes, des gardiens de la pluie, le plus classique, car c'est un combat d'épée dans une zone entourée d'eau, et où il y a des requins qui vont apparaître. L'avant-dernier combat oppose deux illusionnistes pour le titre de gardien de la brume, avec le retour ou non de Mukuro. Enfin, on a le duel du nuage, l'esprit libre de la famille. Ibari affronte Golamoska dans un champ de mines et de sulfateuses. Et à la fin de tout ça, on aura un duel final entre Tsuna et Xanxus dans un battle royal entre les parrains et leurs gardiens. C'est juste un truc de dingue. Et un truc qu'on ne remarque pas forcément sur le coup, c'est que d'un côté, dans cet arc, on a Tsuna et sa bande de potes qui sont des collégiens, qui affrontent des gros darons qui sont des adultes et qui sont aussi des assassins d'élite. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux clans. Enfin, on peut terminer par dire une chose, on peut critiquer l'autrice sur ses premiers volumes, mais force est de constater que quand elle commence à faire des mangas d'action, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'arc Milfior ou l'arc 10 ans plus tard, du tome 16 au tome 29. À partir de cet arc, l'histoire du manga change du tout au tout, encore une fois. On part un petit peu dans un délire de science-fiction, avec une idée qui avait été posée dès les premiers volumes de la série. Donc vous savez, les fameux passages gaguesques, qui sont un petit peu chiants, et ben là, si vous les avez passés, vous allez être un peu perdu. Il s'agit du bazooka des 10 ans de Lambeau. Si aujourd'hui on est familier avec les ellipses temporelles pour propulser nos héros de l'adolescence à l'âge adulte, la mangaka va prendre tout le monde à contre-pied. Elle va utiliser ce fameux bazooka des 10 ans non pas pour nous envoyer, nous lecteurs, 10 ans dans le futur et découvrir les personnages avec quelques années de plus, mais envoyer nos héros dans un futur post-apo, où la famille Vongola, la famille de Tsuna, est en train d'être décimée par une autre famille, les Milfior. Commencer l'arc avec Tsuna qui se réveille dans sa propre tombe après avoir été balancé 10 ans dans le futur, ça fait quelque chose. À la fin de l'arc de la Varia, les personnages étaient devenus relativement puissants, et ils n'avaient plus de réels adversaires à leur mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les envoie 10 ans plus tard. Ils ont 10 ans d'entraînement à rattraper pour faire face à la famille Milfior. Ça permet au manga de ne pas sortir des méchants qui étaient là depuis le début, mais qui attendaient leur heure, pour des raisons complètement idiotes. Ça renouvelle aussi le challenge pour Tsuna et sa bande, et ça produit aussi des nouveaux concepts de combat qui ne sortent pas du chapeau, car il y a eu une ellipse de 10 ans. Il y a eu 10 ans pour développer ces nouvelles techniques. Je trouve ça génial, et pour les héros, c'est un petit peu comme tout recommencer à zéro. En soi, c'est un reborn. Encore une fois, si vous n'avez pas lu les 7 premiers volumes avec Lambeau et Soichi, qui posent les bases de cet arc, vous serez peut-être un peu perdu au milieu de l'arc. C'est aussi avec cet arc qu'est introduit un concept qui était un petit peu utilisé jusqu'à présent, les flammes de la dernière volonté. Si, jusqu'à l'arc de la Varia, c'était propre à Tsuna pour éveiller sa volonté, puis son instinct de combat à travers les balles que lui tirait Reborn, dans cet arc-là, on nous explique qu'il existe en réalité 7 types de flammes qui portent le nom des 7 attributs du parrain et des gardiens de la famille Vongola. Si on avait un doute jusqu'à présent, avec ça, il est clair que Reborn est un héritier de Hunter x Hunter avec son naine. Après, je vais rendre à César ce qui est à César. Autant le naine dans l'œuvre de Togashi, c'est un peu un joyeux bordel à expliquer, car le concept n'a quasiment pas de limite. Entre les 4 grands principes du nen que sont le ten, zetsu, ren et atsu, les natures de nen et son utilisation avancée avec le gyo, le in et j'en passe, c'est pas forcément évident d'expliquer tout le principe du nen aux profanes. Pour les flammes de la dernière volonté de Reborn, c'est relativement simple à expliquer. Il existe en tout et pour tout 7 types de flammes et chaque individu
peut en posséder une ou plusieurs, et chaque flamme a son propre pouvoir. Le ciel harmonise, permettant de pétrifier son environnement. La tempête décompose et désintègre la matière. Le soleil active et soigne des choses, notamment les cellules pour du soin. La pluie sédate, permettant d'affaiblir ou de ralentir ses ennemis. La foudre consolide et rend plus résistant des objets. La brume construit, permettant de rendre encore plus réelles des illusions. Le nuage se propage en multipliant les choses. Désolé, je vais me répéter, mais encore une fois, avec ça, la mangaka se démarque et propose des personnages avec des techniques et des styles de combat uniques. Bon, il y a toujours un mec qui se bat avec un katana. Mais à côté de ça, chaque personnage a, en plus de ses armes de prédilection, une flamme de la dernière volonté, qui lui permet d'invoquer des armes et des animaux qui utilisent les fameux attributs que j'ai listés juste avant. Par exemple, Gokudera troque ses dynamites pour un lance-flamme qui a plusieurs utilisations, comme lance-roquette ou missile tête chercheuse. Ryohei, le boxeur de l'équipe, qui utilise une technique de combat qui agressait ses muscles, a avec lui un kangourou qui, avec le pouvoir guérisseur du soleil, lui régénère ses muscles endoloris et lui permet ainsi de spammer son attaque fétiche. On a Hibari, le gardien des nuages, qui invoque un gigantesque hérisson qui peut se multiplier à l'infini, créant d'immenses boules de pique pour ses adversaires. Il y a un méchant, c'est un épéiste qui fait des illusions, qui fait croire qu'il est 4 en même temps, et comme sa flamme, c'est la flamme de la brume qui rend les choses réelles, il y a vraiment 4 mecs à affronter. Il y a même un mec qui se bat avec une canne de billard. Je trouve ça génial! Cependant, si je devais donner un reproche à cet arc, c'est sa longueur. Quand il s'est terminé, il représentait la moitié du titre, et maintenant c'est 15 tomes sur 42. Pas loin de la moitié. Et c'est sûrement dû au fait que les méchants, en fait, ce ne sont pas les vrais méchants, qu'arrivés à un peu plus de la moitié de la série, après l'arc de la bataille de la base Melon et des affrontements de fous, on nous présente d'autres méchants encore plus méchants avec les Real Sixth, les véritables couronnes funéraires des Milfior. Afin de prolonger d'encore quelques tomes la série et d'opposer Byakuran à ses 6 vrais lieutenants, Hatsuna et ses 6 gardiens. Pour finalement torcher le truc en quelques volumes, avec une mêlée générale qui est juste un peu n'importe nawak. Sur la seconde partie, il y a une chose que j'aime bien, c'est l'apparition des Vongola Box, des armes fabriquées par le Tsuna 10 ans plus tard, qui sont basées sur les armes de la première génération de Vongola, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les fondateurs de cette famille. J'ai aussi envie de parler du grand méchant, Byakuran. Qu'on aime ou pas ce qu'il est, force est de constater encore une fois que l'autrice a préparé des choses autour de lui depuis très longtemps. Déjà, tout l'arc du voyage dans le temps, et Soichi Iri, est basé sur un chapitre où Lambo lui laisse des roquettes de la famille Bovino, permettant le voyage dans le temps, chapitre qui est dans les fameux 7 premiers tomes qui ne servent à rien. Ensuite, il y a le multiverse qui a été mentionné au tout début de l'arc de la Varia, quelques mots qui ont été laissés par le Lambo 10 ans plus tard, durant son combat pour le titre de lieutenant de la foudre, accentués par le Lambo 20 ans plus tard, qui sous-entendait qu'il n'a pas vu Tsuna et sa bande depuis longtemps. Des mots qui, vers le tome 30, prennent tout leur sens, avec le personnage de Byakuran qui a le pouvoir de communiquer avec toutes ces versions du multiverse. Quoi, c'est quoi ça, Kang le Conquérant? Je connais pas. Enfin, le duel entre Tsuna et Byakuran met en place tout le délire autour de la Trinicété et le fait que les Arcobaleno, les Anovongola et les Anomar sont liés. Des choses qui seront très utiles dans plusieurs tomes. Il y a aussi des trucs qui ont été un petit peu gâchés, comme les fameux 6 anneaux maudits qui sont à peine exploité, et c'est un petit peu dommage. Je finirai sur l'arc en disant une chose, mais avant ça, laissez-moi mettre ma petite bague de fanboy. Pourquoi on ne voit pas Tsuna 10 ans plus tard? On a vu tout le monde, les gardiens, les personnages secondaires, et lui, on le voit simplement de dos ou ses chaussures. C'est tout! L'arc des Simons du tome 30 au tome 35. Je sais que cet arc est considéré par beaucoup comme un mauvais arc, et qui est aussi l'arc de trop. C'est aussi l'arc qui a, d'une certaine manière, marqué la fin de l'anime, car il n'a jamais été adapté, lui et l'arc suivant. Après, il faut aussi dire qu'à l'époque,
Le manga et l'anime étaient très proches, à tel point que, à plusieurs reprises dans l'anime, on avait des arcs hors série pour laisser un peu le temps au manga d'avancer. Mais il faut aussi être honnête, on est sur un arc qui sent un peu le réchauffé, le déjà vu. Et si je trouvais que l'arc des Milfior essayait de sortir du carcan du méchant qui était dans l'ombre depuis toujours et qui attend son heure jusqu'à la deuxième partie, ici on est en plein dedans. Même si, dès le début, cette donnée est relative, car la famille Simon existe à cause d'un paradoxe provoqué par le voyage dans le temps de Tsuna. Voyage dans le temps qui a provoqué un séisme, qui a réveillé les pouvoirs de la famille Simon. Donc sans voyage dans le temps, pas de famille Simon. Ici, les méchants de l'arc n'ont pas attendu leur heure, et ce sont des copies de la famille de Tsuna. Et en vrai, quand on y réfléchit, des méchants qui sont des copies conformes de nos héros, on n'a jamais réellement eu ça. L'Avaria, il n'y en a aucun qui ressemble à Hibari, Gokudera ou Yamamoto, pareil pour les Milfior, Real Six ou non. Ici, Ryohei trouve un alter ego aussi dingue de boxe que lui. Yamamoto rencontre un partenaire pour le baseball. Lambo a un copain pour jouer. Hibari a une rivale dans la gestion du conseil de discipline. Et enfin Tsuna devient ami avec un parrain qui est aussi naze que lui. Pareil pour les affrontements qu'il va y avoir entre la famille de Tsuna et celle d'Emma, les duels tentent d'être originaux. Même si on a le droit à un combat de boxe entre les boxeurs de la famille, ainsi qu'un combat de sumo, on a aussi un duel qui consiste à exploser des ballons, et un autre à attraper un brassard. Les duels ont aussi une particularité, celle de la condition de la défaite, liée à la fierté des participants. L'occasion d'approfondir certains personnages. Je pense notamment à Lambo qui révèle une véritable sincérité dans sa manière de voir Tsuna. Un des gros intérêts de cet arc, c'est qu'après chaque duel, on va avoir des informations via des flashbacks sur la première famille Vongola, sur Gyotto, le Vongola Primo, l'ancêtre de Tsuna, et le lien avec le premier parrain de la famille Simon. Alors ça me permet de faire une micro-parenthèse sur la première famille des Vongola, qui, si vous l'avez remarqué avec les armes Cambio Format, ressemble étrangement, voire comme deux gouttes d'eau, à la famille de Tsuna. Physiquement comme psychologiquement, ce ne sont pas des copies, ce sont des clones. Et je vais être honnête, au début, la première fois que j'ai lu le manga, j'avais l'impression que l'autrice n'avait plus d'idées en termes de design et qu'elle recyclait pour pas vraiment se prendre la tête. En réalité, durant cet arc, le grand méchant, Demon Spade, fait lui-même le rapprochement sur le fait que certains lieutenants de Tsuna ressemblent aux lieutenants de Gyotto. Et pour moi, à ce moment-là, ça a fait tilt. Le manga s'appelle Reborn, renaître en anglais. Pour moi, Tsuna et ses gardiens sont les réincarnations de Gyotto et ses lieutenants. Ils sont en plein Reborn. J'en profite aussi pour dire qu'avant de relire Reborn, pour cette vidéo, j'avais ce sentiment qu'on aurait pu avoir un tome 0 sur l'origine des Vongola, sur Gyotto et ses lieutenants. Mais entre les mini-infos des Cambio Format plus les flashbacks de cet arc, ça aurait été un petit peu redondant. Dernière chose, ce sont les deux déceptions qu'il y a dans cet arc. La première, c'est au sujet de la famille Simon qui maîtrise les flammes de la terre et qui sont très peu exploitées dans cet arc-là et qui seront encore moins exploitées par la suite. Et je pense surtout à l'un des 7 lieutenants qui ne montre même pas sa flamme, donc on sait même pas ce qu'il fait. C'est un petit peu dommage. L'autre déception, c'est la partie succession. Je ne l'ai pas précisé, mais cet arc débute sur le fait que Vongola Nono, le 9e du nom, veut laisser sa place à Tsuna, en tant que Vongola Decimo, le 10e du nom. Tsuna est pas forcément chaud, mais à cause des Simons, il va finalement se forcer à y participer. Pendant la cérémonie, on nous présente, pendant une double page, les 6 gardiens du prédécesseur de Tsuna. Et c'est tout. Je trouve qu'il y a un potentiel gâché de ne pas avoir exploité les précédents gardiens. Surtout avec le délire de combat de fierté, avoir des gardiens qui ont de la bouteille, qui vont remettre en question la fierté des gardiens de Tsuna, ça aurait été intéressant. Mais non, on fait juste du name dropping pour rien. L'arc des arcobalénos du tome 36 au tome 42. Je pense, sans mentir, que c'est l'un des arcs les plus attendus des fans de Reborn. Pendant toute la série,
l'autrice a égrené des indices sur les fameux 7 bébés les plus puissants du monde, les 7 bébés maudits, les fameux arcobaleno, arc-en-ciel en italien, 7 comme le nombre de flammes de la dernière volonté, ou encore les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous savez, arcobaleno en italien, oui je me répète. On a enfin, après l'arc des Simons, des explications sur leur origine et comment on peut lever leur malédiction. Pour ça, chaque arcobaleno va devoir trouver des champions qui vont se battre à leur place. Parce que forcément, chaque arcobaleno est bon dans un domaine. Il y en a un, c'est un scientifique. Si on lui fait affronter un maître en arts martiaux, il a aucune chance. Donc forcément, ils vont avoir des champions pour les représenter. Et donc, vous vous en doutez, c'est l'occasion pour Akira Amano de ramener tout, et j'ai bien dit tous les groupes de méchants qu'on a vus jusqu'à présent, pour un pur Battle Royale plein de fanservice. Reborn, le bébé le plus fort, va, c'est logique, faire équipe avec Tsuna et ses gardiens. Viper, l'illusionniste, membre de la Varia, va demander de l'aide à son chef Xanxus. Clonello, le soldat, va faire appel au CEDEF, donc qui est une branche un peu particulière des Vongola où travaille le père de Tsuna. Uni, qui était l'arcobaleno de la famille Milfior, va faire appel à Byakuran. Fon, l'expert en arts martiaux, va faire un duo avec Ibari, car la magie des sosies, je sais pas comment je peux expliquer ça autrement. Ou encore, on va voir l'improbable alliance entre le scientifique Verdé et le maître des illusions Mukuro. Et pour finir, Skull, le bon dernier qui fait équipe avec ce qui reste, la famille Simon, qui font très clairement acte de présence dans cet arc. Skull aurait été tout seul, ça aurait été la même chose. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens n'apprécient pas l'arc des Simons, car durant l'arc final, ils ne servent pas à grand chose, pour ne pas dire servir à rien du tout. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'arc final, pour son côté Battle Royale, fanservice. Mais moi je l'adore. Voir des combats qu'on n'aurait jamais espéré voir se concrétiser, ça fait plaisir. Genre Tsuna contre son daron, à chaque fois que je vois la double page où il débarque en bleu de travail, je pète un câble. En plus de ça, avoir la possibilité pendant quelques minutes de voir le plein potentiel des arcobaleno libérés, mamma mia, j'en ai des frictions rien que de le dire à haute voix. Car c'est une des règles du Battle Royale. Pendant seulement 3 minutes, un arcobaleno peut redevenir adulte et montrer son plein potentiel de bébé le plus fort du monde. Genre t'as Clonello qui tire avec une seule balle sur 30 gars en même temps. Tu peux voir Fon, l'expert en arts martiaux, dézinguer des mecs en quelques minutes. Mammon ou Viper pouvoir utiliser son plein potentiel d'illusionniste. Et surtout, voir Reborn adulte au sommet de sa puissance. Que demande le peuple? Pendant 40 tomes, on nous en parle. Enfin, il est là et il y a des gens qui sont pas contents. C'est aussi un arc où on a un Tsuna à son plein potentiel de parrain lors du rassemblement pour parler de comment vaincre le 8e arcobaleno qui est en fait le grand méchant qui avait été teasé pendant l'arc des Simons. C'est un truc de fou. Après, je veux aussi dire un petit peu ce que je pense. Le combat final contre Bermuda, il pue un peu du cul. La fin. De ce que je me souviens, à l'époque, le manga a perdu en popularité. Et, si vous ne le savez pas, il y a une loi dans le Weekly Shonen Jump. Tu vends moins, tu te casses. Naruto et Bleach ont connu cette dure loi. Donc, Akira Amano a dû terminer de manière précipitée sa série. Et elle est revenue sur les bases, elle est revenue sur du slice of life. Elle est revenue sur un gag manga, une sorte de retour aux origines, un reborn. En soi, je ne suis pas mécontent des derniers chapitres. Cependant, j'aurais aimé que le manga se termine sur une ellipse temporelle pour nous montrer les héros quelques années plus tard, une fois qu'ils sont accomplis. Même si techniquement parlant, on l'a eu avec l'arc des Milfior, je m'explique. J'aurais aimé voir Tsuna en parrain Vongola. On ne nous l'a jamais montré pendant l'arc des 10 ans. C'est le seul où on ne voit pas sa gueule, et ça me frustre en tant que fan. Pareil, on sait qu'il devrait finir avec Kyoko, c'est sous-entendu par le fait que dans le futur, elle l'appelle Tsuken. Et donc, j'aurais aimé juste un plan où il est bras dessus, bras dessous avec sa bien-aimée, ou limite finir le manga sur une cérémonie de mariage, à la façon du début du film Le Parrain. Surtout que tout ce que je vous ai dit, c'est une version d'un futur qui n'existe désormais plus. Car c'est une version sans l'existence des Simons et où les Milfior sont tout puissants.
Tsuna, il a modifié ce futur-là en voyageant dans le temps. Donc ça aurait pas été méchant de nous montrer leur véritable futur désormais. Il y a aussi plein de sous-intrigues plus ou moins pertinentes qui ne sont pas conclues. Typiquement, je pense à Ryohei et son histoire d'amour qu'on a entreaperçu à travers 2 photos, une chez sa version 10 ans plus âgée et une chez Anna, qui sous-entendait qu'ils sont ensemble. Un chapitre qui amorcerait cette relation, est-ce que c'est trop demandé ? Pareil pour Gokudera et sa sœur, on apprend vers la toute fin de l'arc des 10 ans la relation entre Gokudera et son père et sa défunte mère. Et puis, on n'en reparle plus. Un petit chapitre où il part en Italie pour parler avec son vieux, est-ce que c'est trop demandé ? On en parle aussi du cas de Hibari et Fon, où dans un interview d'Haru, donc vous savez c'est les petits interviews qui à la fin des tomes qui sont un petit peu les SBS dans One Piece, où c'est sous-entendu que Fon serait lié à Hibari, Hibari qui est le seul personnage dont on ne parle jamais ou on ne voit jamais un membre de sa famille. Un chapitre où on apprendrait le lien de parenté entre Hibari et Fon, est-ce que c'est trop demandé ? Il y a aussi Chrome et sa relation avec Mukuro et surtout sa relation familiale chaotique. On a eu dans l'arc des Arcobelledo la conclusion de l'arc entre Chrome et Mukuro, mais avoir un chapitre où Chrome va foutre des grosses claques à ses connards de parents, est-ce que c'est trop demandé ? Revenir à l'origine du manga avec du slice of life, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est dommage qu'Akira Amano n'ait eu que quelques chapitres pour finir et pas quelques tomes. J'ai été honnête avec vous. Quand j'ai découvert le manga Reborn, j'étais au collège. Et quand le manga se terminait, je rentrais normalement dans les hautes études post-bac. Je sais pertinemment que le manga n'est pas parfait. Mais pour moi, il a ce petit goût de Madeleine de Proust. Quand j'ai relu l'intégralité du manga pour les besoins de cette vidéo, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ça m'a rappelé le collège de mes copains, ça m'a rappelé le lycée, mes copains et mes copines, tout un tas de gens que je vois plus du tout aujourd'hui, ce qui est un petit peu triste, mais en même temps, ça m'a rappelé ces bons moments, ces mangas que je découvrais où j'étais complètement innocent, c'était vraiment les premiers émois du manga et du shonen pour moi. Il y a des choses dans ce manga qui sont qualitativement pour moi très bonnes, je pense notamment à l'aspect graphique où vraiment on voit l'évolution d'Akira Amano, il y a des choses aussi qui sont perfectibles, et je sais pertinemment que si aujourd'hui il y a quelqu'un de mon âge qui découvre Reborn, avec 10, 15 ans, 20 ans de bagage de manga derrière lui, il ne va pas apprécier le titre. Parce que pour moi, Reborn, c'est vraiment le produit d'une époque, mais surtout le produit d'un âge. C'est vraiment un manga, je pense, t'as 10, 15, 20 ans. 20 ans déjà, je trouve que c'est vieux. Tu découvres ça, c'est vraiment un de tes premiers mangas, tu vas surkiffer. C'est sûr que si d'ailleurs tu t'es bouffé 6000 mangas comme moi, et tu découvres Reborn aujourd'hui, il a ce côté, oui, j'ai déjà vu ça, oui, je connais ce genre de tropes de personnages, ce genre de tropes de relations, mais encore une fois, Reborn, c'était sûrement dans mes 100 premiers mangas que j'ai découverts dans ma vie. Et vraiment, quand je dis 100, je suis vraiment très pas généreux, parce que je dirais même plutôt dans les 50 premiers, voire même peut-être les 10, 15, 20 premiers mangas que j'ai découverts dans ma vie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un manga qui est important dans ma découverte du manga et l'appréciation du shonen. C'est indéniable qu'il y a une magie dans Reborn qui, un peu comme la poussière magique de Peter Pan, ne fonctionne plus passé un certain âge. Mais il faut aussi dire des choses, je l'ai dit, par rapport au côté indéniable. Pour moi, Reborn a laissé un héritage, notamment le passage où, désolé je spoil un petit peu, où Tsuna rencontre les anciens parrains Vongola, dans un moment où il perd les plombs. Pour moi, c'est clairement une scène qu'on a dans My Hero Academia, avec Izuku qui va rencontrer tous les anciens porteurs de All for One. Et puis, je vais peut-être rappeler des flashbacks de la guerre du Vietnam à certains, mais Reborn, c'est aussi un manga, alors, pas forcément pour moi, mais j'ai plein de copines de l'époque qui sont tombées dans le boys love grâce à ça, avec aussi Black Butler, hein. C'était un peu les deux moutons noirs, c'est un peu méchant ce que je dis, mais voilà, c'était un peu les deux mangas qui ont fait tomber beaucoup d'amis féminines de l'époque quand j'étais collège-lycée dans tout ce qui est manga boys love et ensuite yaoi. Je me souviens de tous les délires autour des ships de personnages qui étaient en lien avec leur nom parce que les personnages
ont des noms où les premières syllabes peuvent être liées à des chiffres, et donc tu avais des délires avec 2788 ou 2764, et donc ça faisait référence à Tsuna, parce que Tsuna ça veut dire 2 et 7 en japonais. Et alors je sais plus, mais je sais que Gokudera, Ibari, Yamamoto, à chaque fois il y avait plein de forums de fous, de chiffres, de relations, de fanfiction, et il y a quand même cet héritage-là d'avoir des shonen avec ce côté boys love, ce côté shonen high, avec des beaux gosses filiformes où tout le monde a envie de se taper le héros, où tout le monde a envie de se taper entre eux dans une immense orgie homosexuelle, on va dire ça comme ça, alors qu'ils sont pas forcément ouvertement gays dans l'œuvre. Voilà, donc Reborn, c'est aussi cet héritage-là, je trouve, quand j'ai relu le manga, ça m'a rappelé tout ça. Alors, excusez-moi, je vais encore remettre le couvercle dessus, mais Reborn, c'est aussi l'occasion de découvrir le talent de Akira Amano, enfin, de voir l'évolution de son talent, de voir comment elle a commencé Reborn avec des dessins qui étaient pas forcément les plus beaux du monde, et qu'elle a tout doucement évolué vers un style qui est incroyable, et qui aujourd'hui est connu pour avoir fait le car design de Psycho Pass, et surtout, être l'autrice du manga Ren Kamono Hashi, qui est sorti chez Mangetsu récemment. Je terminerai cette vidéo en essayant d'avoir une petite réflexion par rapport à Reborn, et surtout à son non-succès, et dites-le moi en commentaire, mais moi je pense qu'une des raisons du non-succès de Reborn en France, enfin, en tout cas un succès relatif, c'est l'absence d'un animé avec une version française. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que la VF ne devrait pas exister, qu'il n'y a que la VOSTFR, mais il faut aussi être honnête 5 minutes, il est indéniable que beaucoup de gens, moi le premier, on découvre les mangas et surtout la Japanimation à travers des productions en VF. Genre moi Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Katakato Sakura, Dragon Ball, City Hunter, Hokuto no Ken, Senseiya, tout ça, je les ai découverts en VF quand ça partait à la télé. Et Reborn n'a, pour les mangas de sa génération, en tout cas, n'a pas eu la chance d'avoir une version française. Il y a eu d'autres mangas qui sont sortis un petit peu avant, un petit peu après, qui ont eu droit. Reborn n'a pas eu cette chance. Alors, des années après, enfin plutôt des années après, à la fin de sa production animée, il y a eu KZTV qui avait sorti les premiers épisodes, donc la saison 1, en VOSTFR, donc les épisodes qui sont la partie non sérieuse, donc forcément pas les plus intéressants pour accrocher un public. Et j'avais vu sur Manga News qu'en 2020, ADN a sorti, et c'est désormais disponible en intégralité, toute la série en VOSTFR. Donc forcément pas de VF, donc pas facile d'accrocher un public. Et quand je dis pas de VF, c'est aussi donc forcément une diffusion à la télé qui va toucher beaucoup moins de monde. Donc forcément, pour moi, Reborn, c'est resté dans une sorte de cercle de fans, de fansub, de scantrad, et ça n'a jamais pu toucher un plus large public. Et c'est un petit peu dommage. Et moi, j'espère très honnêtement et secrètement qu'un jour, on aura une édition perfecte en France de Reborn, chez Glénat, à la star d'un Dragon Ball perfect, de Slum perfect, Evangelion perfect, il y a quoi d'autre qui est chez Kenshin le Vagabond perfect. Mais, je vais être honnête aussi 5 minutes, j'y crois pas du tout, sauf si au Japon on a le droit à un remake magnifique 4K HD de Reborn qui va faire découvrir à un tout nouveau public l'œuvre de Akira Amano, comme on l'a eu il y a quelques années avec Captain Tsubasa, qu'on l'a eu avec Lamu, qu'on l'a eu avec plus récemment Ranma 1/2. J'espère honnêtement qu'un jour on aura un remake de l'animé, et redécouvrir Reborn aujourd'hui, ça serait une dinguerie avec une animation en 4K. J'en tremble, rien qu'en le disant. Donc voilà, ma vidéo sur Mon Prof le Tueur Reborn touche désormais à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai appris des choses, que je vous ai fait découvrir peut-être un manga. En tout cas, on se revoit dans normalement quelques mois, on va parler d'un comics. Et sur ce, je vous dis arrivederci.